Il faut que vous sachiez ce qui s'est passé après que le directeur général m'a licencié, après 14 ans de succès incroyables. Imaginez ça, une stratégie que j'avais bâtie, une équipe que j'avais dirigée vers des sommets, et pourtant, le lendemain, je me suis retrouvé dehors. Ce que j'ai découvert par la suite, les messages urgents qu'il m'a envoyés, tout a changé. Mon nom est Alex Dupont, et pendant 14 ans, j'ai construit l'une des divisions les plus performantes de notre entreprise. Chaque chiffre, chaque campagne, chaque projet, c'était moi derrière tout ça. Mais rien ne m'a préparé à ce qui allait suivre. Un matin, après avoir créé uma stratégia qui a fait exploser nos résultats, le directeur général m'a appelé dans son bureau. « C'est fini, Alex ?» Voilà ce qu'il a dit. Aucune explication. Aucun merci. Rien. Je m'appelle Alex Dupont. Pendant 14 longues années, j'ai été le cœur battant d'une division qui, avant mon arrivée, n'était qu'un département oublié, relégué aux marges de l'entreprise. J'ai tout changé. Chaque trimestre, les chiffres grimpaient, les campagnes publicitaires que je concevais devenaient des références dans l'industrie, et les projets que je dirigeais attiraient l'attention des plus grands noms du marché. Mes collègues me surnommaient l'architecte, un titre que j'acceptais avec un mélange de fierté et d'humilité. Après tout, ce n'était pas seulement mon travail. C'était ma vie. Chaque réunion, chaque présentation, chaque nuit passée à peaufiner une stratégie jusqu'à l'aube. C'était pour eux, pour nous, pour cette entreprise que je considérais comme une extension de moi-même. 14 ans. Cela semble une éternité, et pourtant, chaque jour semblait filer à une vitesse folle. J'avais gravi les échelons, non pas par des jeux de pouvoir ou des flatteries, mais par des résultats concrets, des résultats mesurables, des résultats qui faisaient taire les sceptiques et forçaient même les plus réticents à reconnaître mon talent. J'avais bâti une équipe, ma famille, comme je l'appelais parfois en plaisantant lors de nos dîners d'équipe. Ensemble, nous avions transformé des idées audacieuses en réalités tangibles. Nous avions repoussé les limites de ce que l'entreprise pensait possible. Et moi, Alex Dupont, j'étais au centre de tout cela, un général menant ses troupes vers des victoires toujours plus éclatantes. Mais la vérité, c'est que le succès a un prix. Je ne l'avais pas compris à l'époque, pas vraiment. Je pensais que mes efforts, ma loyauté, mon dévouement me protégeraient. Que mon nom, gravé dans chaque rapport annuel, chaque augmentation de bénéfices, chaque trophée remporté par l'entreprise, serait une armure contre l'incertitude. J'avais tort, terriblement tort. Ce matin-là, tout semblait normal. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées de notre siège social, projetant des reflets dorés sur les murs de verre. J'avais passé la nuit précédente à finaliser une stratégie qui, je le savais, allait changer la donne. Une campagne révolutionnaire, fruit de semaines de recherche, de débats passionnés avec mon équipe et d'une intuition que je perfectionnais depuis des années. Les premiers retours étaient déjà là. Les chiffres préliminaires dépassaient toutes nos attentes. Mes collègues m'envoyaient des messages enthousiastes. Certains plaisantaient même sur une prime anticipée. L'atmosphère était électrique, pleine de cette énergie qui naît quand on sait qu'on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens encore de l'odeur du café que je tenais dans ma main droite, de la chaleur de la tasse contre ma paume, du bourdonnement discret des conversations dans les couloirs. J'étais en route pour une réunion matinale, mon ordinateur portable sous le bras, prêt à présenter les résultats qui, j'en étais convaincu, allaient marquer un tournant pour l'entreprise. C'est alors que mon assistante, Claire, m'a intercepté. « Alex, le directeur général veut vous voir. » Tout de suite. Sa voix était neutre, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre, une hésitation qui m'a fait froncer les sourcils. J'ai plaisanté, comme je le faisais souvent pour détendre l'atmosphère. « Quoi, il veut déjà me féliciter pour hier soir ?» Elle n'a pas ri. Elle a baissé les yeux et murmuré. « Je ne sais pas, Alex. Il a juste dit que c'était urgent. » En montant dans l'ascenseur vers le dernier étage, j'ai senti une légère tension dans ma poitrine. Rien d'alarmant, juste une intuition diffuse, comme un murmure que l'on choisit d'ignorer. Le bureau du directeur général, Philippe Moreau, était une forteresse de verre et d'acier, un symbole de pouvoir au sommet de notre tour d'entreprise. Philippe et moi avions une relation cordiale, du moins c'est ce que je pensais. Il était distant, certes, mais il m'avait toujours témoigné du respect. Il m'avait même appelé indispensable lors d'une réunion du conseil d'administration, un moment que j'avais savouré en silence, conscient que ces mots étaient rares dans sa bouche. Quand je suis entré dans son bureau, il était assis derrière son imposant bureau en chêne, les mains croisées, le regard fixé sur un dossier devant lui. Il n'a pas levé les yeux immédiatement, ce qui était inhabituel. D'ordinaire, il accueillait ses visiteurs avec un sourire calculé, une façade de chaleur qui masquait son pragmatisme implacable. Cette fois, il n'y avait rien de tout cela.
Juste un silence lourd, presque oppressant. J'ai pris place en face de lui, posant ma tasse de café sur le bord du bureau, essayant de lire son expression. Rien. Un mur. Alex, a-t-il commencé, sa voix basse, presque mécanique. C'est fini. Les mots ont flotté dans l'air, irréels, comme s'ils appartenaient à une langue que je ne comprenais pas. J'ai cligné des yeux, attendant la suite, une explication, un contexte. Mais il n'y avait rien d'autre. Juste ces 3 mots, tranchants comme une lame. C'est fini, Alex. Pas de préambule, pas de justification, pas même une tentative de ménager ma dignité. J'ai senti mon pouce accélérer, une chaleur monter dans ma nuque. J'ai tenté de garder une voix calme, professionnelle, malgré le chaos qui commençait à s'installer dans mon esprit. Pardon, Philippe, je ne suis pas sûr de comprendre. De quoi parlez-vous? Il a enfin levé les yeux, et ce que j'ai vu m'a glacé. Il n'y avait ni colère, ni regret, ni compassion. Juste une froide détermination, comme s'il exécutait une tâche administrative banale. Ton contrat est terminé. Nous n'avons plus besoin de tes services. Il a poussé un dossier vers moi, un document standard de fin de contrat, avec mon nom au haut de la page. Tout est là. Les ressources humaines t'accompagneront pour les détails. Je ne sais pas combien de temps je suis resté immobile, fixant ce dossier comme s'il pouvait soudainement disparaître. Une partie de moi voulait rire, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur grotesque, d'une mauvaise blague orchestrée pour tester ma réaction. Mais le silence de Philippe, son regard qui évitait maintenant le mien, me confirmait l'horrible vérité. Après 14 ans de loyauté, de sacrifice, de succès incontestables, j'étais jeté dehors. Sans explication, sans un merci, sans rien. J'ai essayé de parler, de poser des questions, de comprendre. Philippe, attends. La stratégie d'hier, les résultats. Tu as vu les chiffres. On est à plus 35% par rapport aux projections. C'est ma campagne, mon équipe. Pourquoi? Ma voix tremblait légèrement, malgré mes efforts pour rester maître de moi. Il n'a pas répondu directement. Il a juste secoué la tête, comme si mes questions étaient une perte de temps. C'est une décision stratégique, Alex. Rien de personnel. Rien de personnel. Ces mots m'ont frappé plus fort que tout le reste. Comment pouvait-il dire cela? Chaque heure supplémentaire, chaque week-end sacrifié, chaque moment où j'avais mis l'entreprise avant ma famille, avant moi-même, tout cela était personnel. C'était ma vie. Et en un instant, tout m'était arraché. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit ensuite. Les mots sortaient en désordre, un mélange de colère, d'incrédulité et de désespoir. Philippe restait impassible, comme un mur de pierre. Finalement, il s'est levé, signifiant que l'entretien était terminé. « Les RH t'attendent en bas », a-t-il répété, comme si je n'avais pas compris la première fois. J'ai pris le dossier, ma tasse de café, et je suis sorti, mes jambes étrangement lourdes, comme si elles refusaient d'accepter ce qui venait de se passer. Dans l'ascenseur, seul, j'ai senti une vague de nausées m'envahir. 14 ans. 14 ans à construire, à rêver, à me battre pour cette entreprise. Et maintenant, quoi? J'étais un étranger, un nom rayé d'une liste, une variable éliminée d'une équation. Les visages de mes collègues, de mon équipe, défilaient dans mon esprit. Que leur dirait-on? Que j'avais échoué, que j'avais trahi leur confiance. La pensée qu'ils pourraient croire une telle chose me brisait le cœur. En sortant du bâtiment, l'air frais de la ville m'a frappé comme une gifle. J'ai regardé la tour de verre derrière moi, cette structure imposante qui avait été mon univers pendant si longtemps. Elle semblait différente maintenant, froide, hostile. J'ai sorti mon téléphone, par réflexe, espérant un message, une explication, un signe que tout cela n'était qu'un cauchemar. Rien, juste l'écran vide, reflétant mon visage hagard. Ce n'est que quelques heures plus tard, alors que j'étais assis dans un café, essayant de rassembler mes pensées, qu'un message est arrivé. De Philippe. « Alex, nous devons discuter. Je vais rectifier ça. » Ces mots, si simples, si vagues, ont rallumé une étincelle d'espoir, mais aussi une méfiance profonde. Rectifier quoi? Pourquoi maintenant? Et pourquoi, après m'avoir humilié, après m'avoir jeté dehors comme un intrus, avait-il soudain besoin de moi? Ce message n'était que le début. D'autres suivraient, de plus en plus urgents, de plus en plus étranges. Chaque notification faisait monter une nouvelle question, un nouveau doute. Que cachait Philippe? Pourquoi m'avait-il écarté si brutalement, pour ensuite tendre la main comme si rien ne s'était passé? Était-ce une erreur, un calcul maladroit, ou quelque chose de beaucoup plus sombre? Je suis Alex Dupont, et ceci est l'histoire de ma chute, et peut-être, juste peut-être, de ma revanche.
Mais pour comprendre ce qui s'est passé, pour saisir l'ampleur de ce qui m'a été pris et de ce que j'ai découvert, il faut remonter le fil. Il faut plonger dans les coulisses de cette entreprise que je pensais connaître, dans les jeux de pouvoir, les trahisons et les secrets que je n'aurais jamais dû découvrir. Au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Après tout, j'avais toujours été loyal, toujours au sommet. J'ai cru qu'il y avait une erreur quelque part, mais ce n'était pas le cas. Il m'a envoyé un message quelques heures après. « Alex, nous devons discuter. Je vais rectifier ça. » Ce message est arrivé après une décision qui semblait impossible à comprendre. Et il ne s'est pas arrêté là. Il y a eu d'autres messages, de plus en plus urgents, de plus en plus désespérés. Mais que voulait-il vraiment de moi? Assis dans ce café anonyme, à quelques rues du siège social qui avait été mon univers pendant 14 ans, je fixais l'écran de mon téléphone comme s'il pouvait me révéler une vérité cachée. Le message de Philippe. « Alex, nous devons discuter. Je vais rectifier ça. » Brillait sur l'écran, aussi énigmatique que menaçant. Rectifier quoi? Exactement? La décision brutale de me licencier après une carrière sans faille? Ou quelque chose de plus profond? Quelque chose que je n'avais pas encore saisi? Mes doigts hésitaient au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, exiger des explications, crier ma colère. Mais une autre partie, plus prudente, me murmurait de attendre, de réfléchir, de comprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à ce moment, il y a 3 ans, lors d'une réunion stratégique à Londres. Philippe, alors fraîchement nommé directeur général, m'avait pris à part après une présentation où j'avais convaincu un client majeur de signer un contrat de plusieurs millions. « Alex, m'avait-il dit, posant une main sur mon épaule, tu es l'avenir de cette entreprise. » Ses yeux brillaient d'une sincérité que j'avais crue authentique. À l'époque, j'avais souri, flatté, convaincu que notre relation serait celle de 2 alliés partageant une vision commune. Comment aurais-je pu savoir que ces mots, gravés dans ma mémoire comme un trophée, deviendraient une ironie cruelle? Revenons à ce matin fatidique. Quelques heures plus tôt, lorsque Philippe m'avait prononcé ces mots, « C'est fini, Alex », j'avais senti le sol se dérober sous mes pieds. J'avais tenté de rationaliser, de trouver une logique. Était-ce une question de budget? Une restructuration secrète? Une faute que j'ignorais? Mais rien ne collait. Mes résultats étaient irréprochables. La veille encore, j'avais reçu un courriel de félicitations de la part du conseil d'administration pour la campagne que mon équipe venait de lancer. Une campagne qui, selon les premières analyses, allait générer des revenus records. Alors pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? En quittant son bureau, hébété, j'avais croisé le regard de Claire, mon assistante. Elle était dans le couloir, tenant une pile de dossiers, son visage pâle comme si elle avait vu un fantôme. « Alex, je ne savais pas, » avait-elle balbutié avant de s'éloigner précipitamment. Ce n'était pas sa faute, bien sûr, mais son malaise, cette façon qu'elle avait de détourner les yeux, m'avait fait comprendre que la nouvelle s'était déjà répandue. Mes collègues, mes amis, mon équipe, ils sauraient bientôt que j'étais fini. Et pire encore, ils se demanderaient pourquoi. Ils spéculeraient, murmureraient, construiraient des théories. Avais-je trahi l'entreprise? Avais-je commis une erreur impardonnable? La pensée de leur jugement me serrait la gorge. C'est alors que le premier message de Philippe était arrivé, comme une bouée dans un océan de confusion. « Alex, nous devons discuter. Je vais rectifier ça. » J'avais relu ces mots une dizaine de fois, cherchant un sens, une intention. Était-ce une tentative de s'excuser? Une reconnaissance tardive de son erreur? Ou un piège? Je ne pouvais m'empêcher de penser à une autre occasion, 6 mois plus tôt, où Philippe avait agi de manière étrange. Lors d'une réunion avec des investisseurs, il m'avait publiquement félicité pour un projet, mais plus tard, dans un couloir désert, il m'avait lancé un regard glacial, presque accusateur. « Ne prends pas trop tes aises, Alex », avait-il murmuré avant de s'éloigner. Sur le moment, j'avais mis cela sur le compte du stress. Mais maintenant, ce souvenir prenait une nouvelle dimension. Était-ce un avertissement? Une menace? Les messages suivants n'ont fait qu'amplifier mon malaise. 1 heure après le premier, un autre. « Alex, c'est important. Réponds-moi. » Puis, à peine 30 minutes plus tard, « Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. » Chaque notification faisait monter une nouvelle vague d'angoisse. Pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi cette insistance, alors qu'il m'avait jeté dehors sans un regard en arrière? Je commençais à me demander si mon licenciement n'était pas une erreur, mais un calcul. Une pièce dans un jeu beaucoup plus vaste, un jeu dont je ne connaissais pas encore les règles. Flashback à il y a 5 ans. Une crise majeure avait secoué l'entreprise. Un concurrent avait tenté de nous évincer du marché, et c'est moi,
Alex Dupont, qui avait orchestré une contre-attaque audacieuse. J'avais passé des semaines à travailler jour et nuit, à rallier mon équipe, à convaincre des partenaires réticents. À l'époque, Philippe n'était qu'un cadre supérieur, observant depuis l'ombre. Lorsque nous avions remporté la bataille, il m'avait serré la main avec vigueur, un sourire éclatant aux lèvres. « Tu es un génie, Alex. On ne pourrait pas faire sans toi. » Ces mots résonnaient maintenant comme une farce. S'il me considérait vraiment comme indispensable, pourquoi m'avait-il écarté si facilement? Et pourquoi, après m'avoir brisé, semblait-il si désespéré de me récupérer? Assis dans ce café, je repensais à chaque interaction avec Philippe, cherchant des indices, des fissures dans sa façade. Il y avait eu des moments où il semblait distant, presque hostile, mais je les avais toujours attribués à sa personnalité. Philippe était un homme de pouvoir, un stratège froid qui pesait chaque mot, chaque geste. Pourtant, ses messages, leur ton pressant, presque paniqué, ne correspondaient pas à l'homme que je pensais connaître. Il suggérait une urgence, une peur. Mais de quoi? De moi? De ce que je pourrais découvrir? Ou de quelque chose, quelqu'un d'autre? Je me souvenais d'une conversation avec Marie Lemoine, une consultante en gestion que j'avais rencontrée lors d'un séminaire l'année précédente. Elle m'avait dit quelque chose qui, sur le moment, m'avait semblé anodin. Dans les grandes entreprises, les décisions ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Les licenciements, les promotions, tout est un jeu de pouvoir. Et parfois, ceux qui brillent trop deviennent des cibles. À l'époque, j'avais ri, convaincu que ma position était solide. Mais maintenant, ces mots prenaient un sens sinistre. Étais-je devenu une menace pour Philippe? Mon succès, ma réputation, mon influence, étaient-ils devenus trop grands, trop visibles? Était-ce pour cela qu'il m'avait écarté? Un autre message est arrivé alors que je sirotais mon café, désormais froid. « Alex, tu dois me faire confiance. Il y a des choses que je ne pouvais pas te dire. » Cette fois, je ne pouvais plus ignorer l'instinct qui me hurlait que quelque chose n'allait pas. Philippe ne cherchait pas à s'excuser. Il cherchait à me manipuler. Mais pourquoi? Que voulait-il de moi? Une partie de moi était tentée de répondre, de le confronter, de lui arracher la vérité. Mais une autre partie, plus méfiante, me rappelait que j'étais désormais un étranger dans son monde. Un pion qu'il avait écarté, puis rappelé pour des raisons obscures. Je repensais à un incident, il y a 2 ans, qui m'avait troublé. Lors d'une réunion confidentielle, j'avais surpris Philippe en train de discuter avec un membre du conseil d'administration dans une salle isolée. Il parlait à voix basse, mais j'avais entendu mon nom. « Alex est trop ambitieux », avait dit l'autre homme. Philippe n'avait pas répondu, mais son silence m'avait semblé éloquent. Sur le moment, j'avais chassé cette pensée, me convainquant que c'était une simple remarque sans conséquence. Mais maintenant, je me demandais si cet instant n'avait pas marqué le début de ma chute. Étais-je, sans le savoir, entré dans leur ligne de mire? Avais-je franchi une ligne invisible, celle qui sépare un atout d'une menace? Les messages de Philippe continuaient d'arriver, chacun plus pressant que le précédent. « Alex, c'est ta dernière chance. » Dernière chance, pourquoi? Pour revenir? Pour me racheter? Ou pour tomber dans un piège que je ne voyais pas encore? Chaque mot semblait chargé d'une intention cachée, comme des pièces d'un puzzle que je n'avais pas encore assemblées. Je commençais à me demander si mon licenciement n'était pas une simple décision d'entreprise, mais une étape dans un plan plus vaste. Un plan qui nécessitait mon absence temporaire ou peut-être définitive. Je repensais à mon équipe, à leur visage ce matin-là, avant que tout ne s'effondre. Ils m'avaient regardé avec admiration, avec confiance, convaincu que j'allais encore les mener vers une nouvelle victoire. Que pensaient-ils maintenant? Que leur avait-on dit? Que j'avais échoué, que j'avais trahi leur confiance. La pensée de leur déception, de leur confusion, était presque plus douloureuse que ma propre humiliation. J'avais construit cette équipe, ces gens, cette famille, et en un instant, tout m'avait été arraché. Mais au milieu de cette tempête, une question restait sans réponse. Que voulait vraiment Philippe? Ses messages, son ton désespéré, suggéraient qu'il avait besoin de moi pour quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne pouvait confier à personne d'autre. Était-ce une mission, un secret, une vérité qu'il voulait garder enfouie? Ou était-ce une manière de me contrôler, de m'empêcher de creuser trop loin, de découvrir ce qui se tramait derrière les portes fermées de l'entreprise? Je levai les yeux de mon téléphone, observant les passants à travers la vitre du café. La ville continuait de vivre, indifférente à mon chaos. Mais à l'intérieur de moi, une résolution commençait à se former. Je ne pouvais pas ignorer les messages de Philippe, mais je ne pouvais pas non plus leur faire aveuglément confiance. Si je voulais comprendre, si je voulais reprendre le contrôle, je devais jouer le jeu, mais à mes conditions.
Je devais découvrir ce qu'il cachait, pourquoi il m'avait écarté, et ce qu'il attendait de moi maintenant. Et pour cela, il fallait remonter le fil, fouiller dans les ombres de l'entreprise que j'avais cru connaître. Ce que je ne savais pas encore, c'est que chaque message, chaque mot de Philippe était une porte ouverte sur un abîme. Un abîme où la vérité était bien plus sombre, bien plus dangereuse que je ne l'imaginais. Et une fois que j'aurais commencé à creuser, il n'y aurait pas de retour en arrière. Pourquoi m'a-t-il licencié après tout ce que j'avais accompli? Qu'est-ce que cela signifiait réellement pour ma carrière et pour l'avenir de l'entreprise? Et, ce qui est encore plus choquant, pourquoi ces excuses ont-elles commencé à apparaître exactement après mon départ? Était-ce un plan ou simplement un coup de chance pour lui? Je me tenais là, dans l'appartement silencieux que j'avais à peine vu ces dernières années, entouré par les vestiges d'une vie consacrée à l'entreprise. Les murs étaient ornés de quelques photos encadrées, des moments de triomphe, des poignées de main avec des clients prestigieux, des sourires partagés avec mon équipe lors de nos victoires. Chaque image était un rappel de ce que j'avais construit, de ces 14 années où j'avais tout donné à cette entreprise. Et pourtant, ces mêmes souvenirs, autrefois source de fierté, semblaient maintenant me narguer. Pourquoi? Pourquoi Philippe m'avait-il jeté dehors? Moi, Alex Dupont, l'homme qu'il avait autrefois appelé indispensable? Pourquoi, après tout ce que j'avais accompli, des campagnes records, des profits en hausse, une équipe transformée en machine à succès, m'avait-il regardé dans les yeux et dit « C'est fini ?» Je repensais à ce matin dans son bureau, à la froideur de sa voix, à l'absence totale d'émotion dans son regard. C'est une décision stratégique. Alex, rien de personnel. Rien de personnel? Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, comme une chanson dissonante. Comment pouvait-il prétendre que ce n'était pas personnel? Chaque réunion de minuit, chaque week-end sacrifié, chaque idée que j'avais insufflée dans cette entreprise, tout cela était personnel. C'était ma vie, mon identité. Et en un instant, il avait tout balayé, comme si je n'étais qu'un nom sur une liste, une ligne à rayer dans un tableau. Mais la question qui me rongeait le plus, celle qui m'empêchait de dormir, était « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi, juste après que ma dernière stratégie eut propulsé les résultats de l'entreprise à des sommets jamais atteints? Les chiffres étaient là, irréfutables, plus 35% par rapport aux projections, un record historique. Le conseil d'administration m'avait envoyé des félicitations par email la veille. Mes collègues plaisantaient sur une prime. Tout semblait parfait. Alors, qu'est-ce qui avait changé en l'espace d'une nuit? Qu'est-ce qui avait poussé Philippe à prendre une décision aussi radicale, aussi incompréhensible? Je me souvenais d'un moment, il y a 2 ans, lors d'un dîner d'entreprise. Philippe, un verre de vin à la main, m'avait pris à part. « Alex, avait-il dit, un sourire en coin, tu es trop bon pour ton propre bien. » Sur le moment, j'avais ri, pensant qu'il s'agissait d'un compliment déguisé. Mais maintenant, ces mots prenaient une teinte sinistre. Était-ce une mise en garde? Avait-il vu en moi, dès cet instant, une menace? Mon succès, ma visibilité, ma capacité à rallier les gens autour de moi, tout cela avait-il fini par peser trop lourd dans la balance? Était-ce pour cela qu'il m'avait écarté, pour m'empêcher de briller trop fort, de devenir une figure incontournable, peut-être même un rival? Et puis, il y avait ces messages étranges, pressants, presque désespérés, qui avaient commencé à arriver quelques heures après mon licenciement. « Alex, nous devons discuter. Je vais rectifier ça. » Rectifier quoi, Philippe? Une erreur? Une injustice? Ou quelque chose que tu n'avais pas prévu? Le premier message m'avait donné un espoir fragile, l'idée qu'il avait peut-être agi sous pression, qu'il regrettait sa décision. Mais les suivants, c'est important. Alex, réponds-moi. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. C'est ta dernière chance, avait transformé cet espoir en méfiance. Pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi, après m'avoir humilié, après m'avoir traité comme un intrus, semblait-il si déterminé à me ramener dans son orbite? Je ne pouvais m'empêcher de penser à une conversation que j'avais eue avec Claire, mon assistante, quelques mois plus tôt. Elle m'avait raconté, à demi-mot, une rumeur qui circulait dans les couloirs. Il paraît que Philippe a des projets dont personne ne parle ouvertement, avait-elle dit, baissant la voix comme si elle craignait d'être entendue. Sur le moment, j'avais balayé l'idée. Philippe était ambitieux, certes, mais il était aussi pragmatique. Il ne prendrait pas de risques inutiles, n'est-ce pas? Mais maintenant, je me demandais si cette rumeur n'était pas la clé. Était-il impliqué dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui nécessitait mon éviction temporaire? Était-ce un moyen de m'écarter pendant qu'il mettait en place un plan dont je n'avais pas encore les contours? Et ce qui me troublait encore plus, c'était le timing de ses excuses. Pourquoi avait-elle commencé précisément après mon départ?
Quelques heures après m'avoir licencié, il m'envoyait des messages, comme s'il réalisait soudainement qu'il avait fait une erreur. Était-ce vraiment une coïncidence? Ou faisait-il partie d'un plan plus vaste, un plan où mon licenciement n'était qu'une étape, un moyen de m'éloigner temporairement pour mieux me contrôler ensuite? Je repensais à ce que Marie Lemoine, l'experte en gestion, m'avait dit lors d'un séminaire. Dans les grandes entreprises, les décisions qui semblent absurdes ont souvent une logique cachée. Ce n'est pas toujours une question de performance. Parfois, c'est une question de pouvoir. Était-ce cela? Philippe avait-il peur que mon influence grandissante menace son autorité? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus sombre, qu'il voulait garder secret? Je me levai, faisant les 100 pas dans mon salon, incapable de rester immobile. Chaque question en entraînait une autre, comme une spirale sans fin. Qu'est-ce que mon licenciement signifiait pour ma carrière? Après 14 ans à bâtir une réputation, à devenir une référence dans l'industrie, serais-je désormais vu comme un échec? Les portes qui s'ouvraient autrefois pour moi se fermeraient-elles maintenant? Et pour l'entreprise, qu'est-ce que cela signifiait? Ma stratégie, celle qui avait donné des résultats spectaculaires, serait-elle confiée à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui n'aurait ni ma vision ni mon engagement? Au pire, Philippe avait-il l'intention de s'en attribuer le mérite, de faire passer mes idées pour les siennes? Je repensais à un incident, il y a 3 ans, qui m'avait marqué. Lors d'une présentation devant des investisseurs, j'avais surpris Philippe en train de modifier subtilement un rapport pour minimiser mon rôle dans un projet clé. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte d'une erreur, d'un malentendu. Mais maintenant, je me demandais si ce n'était pas un signe avant-coureur. Philippe avait-il toujours vu mon succès comme une menace? Avait-il attendu le moment parfait pour m'écarter, pour s'assurer que je ne lui ferais plus d'ombre? Et puis, il y avait cette question lancinante. Était-ce un plan ou un coup de chance? Philippe était-il un stratège machiavélique, orchestrant chaque étape avec précision? Ou avait-il agi impulsivement, pour ensuite réaliser qu'il avait besoin de moi pour quelque chose qu'il n'avait pas anticipé? Ces messages, avec leur ton de plus en plus désespéré, suggéraient une forme de panique. Mais était-elle réelle ou jouée? Était-il en train de m'attirer dans un piège, me manipulant pour que je revienne sous son contrôle? Ou y avait-il une vérité qu'il craignait que je découvre, une vérité qui expliquait pourquoi il m'avait licencié si brutalement, pour ensuite tendre la main comme si rien ne s'était passé? Je m'arrêtai devant la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait sous mes yeux. Les lumières scintillaient, indifférentes à mon tumulte intérieur. Mais au fond de moi, une certitude commençait à prendre forme. Je ne pouvais pas ignorer les questions qui me hantaient. Pourquoi m'avait-il licencié? Pourquoi ces excuses étaient-elles arrivées si vite? Et surtout, que voulait-il de moi maintenant? Chaque message de Philippe était une pièce d'un puzzle, mais je n'avais pas encore assez d'éléments pour voir l'image complète. Une chose était sûre, je ne pouvais pas me contenter de rester dans l'ombre à me demander ce qui s'était passé. Si je voulais des réponses, je devais agir. Je devais creuser, poser les bonnes questions, et peut-être même confronter Philippe directement. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que chaque pas que je ferais dans cette direction me rapprocherait d'une vérité bien plus dangereuse que je ne l'imaginais. Une vérité qui non seulement expliquerait pourquoi j'avais été licencié, mais qui pourrait ébranler tout ce que je pensais savoir sur l'entreprise, sur Philippe et même sur moi-même. Et la question ultime, celle qui me brûlait les lèvres. Si je découvrais cette vérité, serais-je prêt à en payer le prix? Mais ce que j'ai découvert dans ces messages, tout cela n'était qu'une couverture pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Il ne voulait pas seulement m'éloigner de l'entreprise. Il avait besoin de moi pour une dernière mission, une mission qu'il savait que je ne pourrais jamais refuser. Mais voici la vraie question. Si j'avais accepté, aurais-je été sauvé ou cela m'aurait-il détruit encore plus? La vérité, elle arrive dans quelques jours et elle va vous choquer. Je me tenais dans l'obscurité de mon appartement, le seul éclairage provenant de l'écran de mon téléphone, qui projetait une lueur froide sur mon visage. Les messages de Philippe s'alignaient devant moi, une litanie de mots qui, au départ, semblaient désespérés, presque pathétiques, mais qui, à mesure que je les relisais, prenaient une teinte bien plus inquiétante. « Alex, nous devons discuter. Je vais rectifier ça. »« C'est important, Alex. Réponds-moi. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. » Et le dernier, celui qui m'avait fait frissonner. « C'est ta dernière chance. Il y a quelque chose que tu dois faire pour nous. » Pour nous? Ces 2 mots, si anodins en apparence, avaient allumé une alarme dans mon esprit. Qui était ce nous? L'entreprise? Philippe et ses alliés? Ou quelque chose, quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre? Pendant 14 ans, j'avais cru connaître cette entreprise. J'avais gravi ses échelons, façonné ses succès, porté ses ambitions comme si elles étaient les miennes.
J'étais Alec Dupont, l'architecte, celui qui transformait des idées en résultats concrets, celui que tout le monde regardait avec admiration. Mais maintenant, assis là, à scruter ces messages, je réalisais que je n'avais vu qu'une façade. Une façade soigneusement construite pour masquer une vérité bien plus sombre. Ce que j'avais découvert dans les mots de Philippe n'était pas une simple tentative de réparer une erreur. C'était une révélation. Mon licenciement n'était pas une fin, mais un moyen. Un moyen de me mettre à l'écart, de me rendre vulnérable, pour mieux me ramener dans un jeu dont je ne connaissais pas encore les règles. Je repensais à ce matin fatidique, à la froideur de Philippe lorsqu'il m'avait dit « C'est fini, Alex ». À l'époque, j'avais cru que c'était une décision impulsive, peut-être une réaction à une pression extérieure. Mais les messages qui avaient suivi, leur urgence croissante, racontaient une autre histoire. Philippe ne m'avait pas licencié parce que j'avais échoué. Il m'avait licencié parce qu'il avait besoin de moi ailleurs, pas dans les bureaux lumineux de l'entreprise, pas à la tête de mon équipe, mais dans une mission obscure, une mission qu'il décrivait avec des mots vagues mais lourds de sous-entendus. « Il y a quelque chose que tu dois faire pour nous. » Cette phrase tournait en boucle dans ma tête, comme une énigme que je n'arrivais pas à résoudre. Je me souvenais d'un moment, il y a 5 ans, lors d'une crise qui avait failli faire sombrer l'entreprise. Un concurrent avait tenté de nous évincer, et c'est moi qui avais orchestré une contre-attaque audacieuse, travaillant jour et nuit pour sauver notre position. À l'époque, Philippe, alors simple cadre supérieur, m'avait regardé avec une admiration que je croyais sincère. « Alex, tu es un génie », m'avait-il dit. Mais maintenant, je me demandais si ce n'était pas à ce moment-là qu'il avait vu en moi autre chose qu'un allié. Peut-être avait-il vu un outil, un atout qu'il pourrait utiliser un jour pour des desseins bien plus sombres. Était-ce pour cela qu'il m'avait gardé si près, qu'il m'avait couvert d'éloges, qu'il m'avait appelé indispensable? Était-ce pour m'amener à ce point précis où il pourrait me manipuler pour une mission que je ne comprenais pas encore? Je relisais les messages, cherchant des indices, des fissures dans le vernis de ces mots. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Une phrase, presque anodine, dans l'un des messages. « Tu es le seul qui peut le faire. » Le seul? Pourquoi moi? Que avais-je de si spécial, de si unique, pour que Philippe, après m'avoir jeté dehors sans un regard en arrière, revienne vers moi avec une telle insistance? Était-ce lié à mes compétences, à ma connaissance de l'entreprise, à mes relations avec les clients? Ou y avait-il quelque chose que je savais? Quelque chose que j'avais vu ou entendu sans m'en rendre compte, qui faisait de moi une pièce essentielle dans son puzzle. Je repensais à une conversation que j'avais surprise, il y a 2 ans, lors d'une réunion confidentielle. Philippe parlait à voix basse avec un membre du conseil d'administration, un homme que je ne connaissais que de nom. « Alex est trop ambitieux », avait dit l'homme. Philippe n'avait rien répondu, mais son silence m'avait troublé. Sur le moment, j'avais chassé cette pensée, me disant que c'était une remarque sans importance. Mais maintenant, elle prenait une nouvelle dimension. Et si mon ambition, mon succès, ma capacité à inspirer les autres avaient fait de moi une menace? Et si Philippe avait décidé de m'écarter, non pas pour me punir, mais pour me préparer à cette mission dont il parlait maintenant? Une mission qu'il savait que je ne pourrais jamais refuser, parce qu'elle touchait quelque chose de profond en moi, ma loyauté, mon besoin de prouver ma valeur, ou peut-être quelque chose de plus personnel, quelque chose qu'il connaissait et que j'ignorais encore. Je me levais, incapable de rester immobile, mon esprit tournant à 100 à l'heure. Les messages de Philippe n'étaient pas des excuses. Ils n'étaient pas non plus une tentative de réconciliation. Ils étaient une couverture, un moyen de me ramener dans son orbite, de me pousser à accepter une mission dont je ne savais presque rien, mais qui sentait le danger à des kilomètres. Une mission qu'il avait orchestrée avec soin, en me brisant d'abord pour mieux me manipuler ensuite. Mais quelle était cette mission? Était-ce une opération financière risquée, un secret d'entreprise qu'il voulait garder enfoui, ou quelque chose de bien plus grave, quelque chose qui pourrait ébranler non seulement l'entreprise, mais tout ce que je pensais savoir sur le monde dans lequel j'avais évolué pendant 14 ans? Je me levais, incapable de rester immobile, mon esprit tournant à 100 à l'heure. Les messages de Philippe n'étaient pas des excuses. Ils n'étaient pas non plus une tentative de réconciliation. Ils étaient une couverture, un moyen de me ramener dans son orbite, de me pousser à accepter une mission dont je ne savais presque rien, mais qui sentait le danger à des kilomètres. Une mission qu'il avait orchestrée avec soin, en me brisant d'abord pour mieux me manipuler ensuite. Mais quelle était cette mission? Était-ce une opération financière risquée, un secret d'entreprise qu'il voulait garder enfoui, ou quelque chose de bien plus grave, quelque chose qui pourrait ébranler non seulement l'entreprise, mais tout ce que je pensais savoir sur le monde dans lequel j'avais évolué pendant 14 ans? Je repensais à ce que Marie Lemoine, l'experte en gestion, m'avait dit. Les décisions qui semblent absurdes ont souvent une logique cachée.
Parfois, c'est une question de pouvoir. Parfois, c'est une question de survie. Survie. Ce mot résonnait maintenant avec une clarté terrifiante. Philippe agissait-il pour protéger sa position, son pouvoir, ou y avait-il une menace plus grande, une menace qui l'obligeait à prendre des mesures aussi extrêmes? Et moi, dans tout cela, étais-je un pion, un sauveur ou une victime désignée? La vraie question, celle qui me hantait, était celle-ci. Si j'avais accepté cette mission, qu'aurait-il advenu de moi? Philippe savait-il que je serais tenté, que ma loyauté envers l'entreprise, envers l'équipe que j'avais construite, me pousserait à dire oui, même après tout ce qu'il m'avait fait? Était-ce ma chance de me racheter, de reprendre ma place, de prouver que j'étais toujours l'architecte, celui qui pouvait tout changer? Ou était-ce un piège, une mission conçue pour me détruire, pour m'entraîner dans un abîme dont je ne pourrais jamais m'échapper? Si j'avais dit oui, aurais-je été sauvé, ou cela m'aurait-il brisé encore plus profondément, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de l'homme que j'étais? Je regardais par la fenêtre, la ville scintillant sous un ciel d'encre. Chaque lumière semblait porter une promesse, mais aussi une menace. Je savais que je ne pouvais pas ignorer les messages de Philippe. Ils étaient une porte ouverte sur la vérité, une vérité que je devais découvrir, quoi qu'il en coûte. Mais je savais aussi que chaque pas dans cette direction serait un pas dans l'inconnu, un pas vers un danger que je ne pouvais pas encore mesurer. Et puis, il y avait cette dernière pensée, celle qui me glaçait le sang. Que se passerait-il si je refusais? Si je tournais le dos à Philippe, à sa mission, à ses secrets, me laisserait-il partir si facilement? Ou avais-je déjà vu trop de choses, compris trop de choses, pour qu'il me laisse m'en aller? Était-ce pour cela qu'il insistait, qu'il me poursuivait avec ses messages, parce qu'il savait que, d'une manière ou d'une autre, je faisais partie de son plan, que je le veuille ou non? La vérité, celle qui expliquait tout mon licenciement, les messages, la mission, le « nous mystérieux », elle était là, quelque part, juste hors de portée. Mais je la trouverais. Dans quelques jours, je saurais ce que Philippe cachait, pourquoi il m'avait trahi, et ce qu'il attendait de moi. Et quand je la découvrirais, elle ne se contenterait pas de répondre à mes questions. Elle allait tout changer. Elle allait vous choquer, vous, qui lisez ceci, autant qu'elle m'a choqué moi. Parce que ce que j'ai entrevu dans ces messages n'était que la pointe de l'iceberg, un aperçu d'un monde où les enjeux étaient bien plus grands, bien plus dangereux, que je ne l'avais jamais imaginé. Mais pour l'instant, je devais attendre. Attendre le prochain message, le prochain indice, le prochain pas dans cette danse mortelle avec Philippe. Et je devais décider. Allais-je accepter sa mission, plonger tête baissée dans l'inconnu, ou allais-je me battre pour découvrir la vérité de mon côté, au risque de tout perdre? La réponse à cette question, et la vérité qui l'accompagne, arriveront bientôt. Et croyez-moi, elles vont vous couper le souffle.